Ok, ok. Bon, ben, salut les petits loups. Donc du coup, pour vous, c'est globalement la première vidéo sur cette chaîne. Donc je voulais juste revenir sur la trace écrite de la séquence que vous avez pu retrouver sur votre espace de classe. Donc globalement, j'ai repris en fait les deux extraits, etc. Alors vous verrez, c'est pas écrit tout à fait la même chose que dans votre cahier, mais c'est parce que les traces écrites, en fait, elles sont pas figées, elles évoluent par rapport à ce qui se dit avec vous, etc. Alors j'ai essayé de mémoire de reprendre un peu ce qu'on avait dit, donc c'est pour ça que c'est pas au mot près la même chose, même si globalement sur l'analyse des extraits, ça reste kiff-kiff. Voilà, donc si ma mémoire est bonne, on n'avait pas fini l'extrait 2, donc parce qu'on a été interrompu, il a fallu que vous alliez vérifier vos connexions ENT, tout ça, enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc je voulais revenir avec vous sur ces points-là, et donc normalement dans 5 minutes, c'est fini. Voilà, donc une petite vidéo des familles, juste comme ça. Voilà. Donc, voilà le document que je vous ai envoyé, hein. Vous retrouvez donc le début de la séquence avec le titre, les problématiques, le premier extrait, les questions, les réponses aux questions. Bon, j'ai eu un peu la flemme, je le confesse, de mettre les citations. Donc du coup, je me suis contentée de faire ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est-à-dire de surligner dans le texte et de vous renvoyer à ça. Voilà, mais comme vous avez la trace écrite dans votre cours, je me suis dit que c'était pas trop grave. Donc vous avez le point sur les focalisations et les points de vue qu'on avait vus ensemble. À peu de choses près, c'est ça. Enfin, juste la formulation est peut-être un peu différente, mais voilà. Donc ça, c'était le premier extrait. Et on était sur le deuxième extrait quand le narrateur revient à Paris, qu'il devient à moitié fou face au miroir et qu'il décide d'aller dans le cimetière. Et justement, c'est la partie au cimetière qui va m'intéresser. Donc, on avait expliqué qu'on ne savait pas pourquoi il se rendait au cimetière, hein. Voilà, donc sans le savoir, sans le vouloir, malgré moi, enfin voilà. Euh, Ensuite, donc l'inscription qui se trouvait sur la tombe, on avait dit qu'elle se trouve, elle était très courte et qu'en fait elle résumait la vie de la femme aimée à la relation qu'elle avait avec le narrateur et que cet amour semblait réciproque, hein. Elle aima, fut aimée, donc on a cette réciprocité et on arrive dans le vif du sujet. Donc le soir tombe, notre narrateur désespéré prend une décision, mais la meilleure décision de toute sa life. Donc il décide de passer la nuit dans le cimetière. Voilà. Et donc cette décision est-elle réfléchie? Appuyez-vous sur le texte. On avait pu mettre que non, cette décision n'était pas réfléchie, puisque il la qualifie quand même de désir bizarre, fou, et ça pouvait être une décision née du désespoir, donc un désir d'amant désespéré. Voilà, donc vous-même, vous comprenez que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit. On vous demande à la fin de l'extrait où se trouve le narrateur et quelle est la particularité de ce lieu. Donc à la fin, il se trouve dans la partie la plus ancienne du cimetière, celle où les gens ne vont plus, donc le cimetière abandonné, comme vous pouvez le voir dans cette partie-ci, donc le cimetière abandonné, où on imagine qu'on a comment dire, des objets pourrissants, les croix, etc., des débris en fait, et où on peut même imaginer qu'il peut y avoir des restes de cadavres en décomposition ou des restes de squelettes, etc., etc. Enfin bref, c'est un peu glauque. Euh, donc on a ça et en même temps, on a pas mal de vie dans cette partie-là du cimetière, puisque comme elle est laissée à l'abandon, la nature reprend ses droits. Et donc vous avez des roses qui poussent, hein, qui ne sont pas entretenues, donc elles sont libres, des cyprès, donc ce sont des arbres vigoureux, donc ça veut dire qu'ils sont en bonne santé et noirs. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est cette chose-là. Donc un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. C'est quand même assez glauque. Vous avez un jardin qui est magnifique, luxuriant, la végétation, elle est pleine de vie, etc., etc. Et la raison pour laquelle cette végétation est aussi luxuriante, c'est parce que en fait, la terre est très riche parce qu'elle est nourrie par les cadavres en décomposition. Voilà. Et donc là, vous avez un lieu qui est à mi-chemin entre la vie et la mort, puisque vous avez des cadavres, hein, des gens qui sont morts, et la vie parce que justement cette vie, cette végétation tire ses nutriments des morts. Voilà, donc c'est un peu bizarre et le narrateur décide de se planquer à cet endroit-là. Voilà, idée de génie, je vous l'avais dit. Et la dernière question, on vous demandait en quoi ce lieu était propice.
en quoi ce cadre était propice à l'irruption du fantastique? Alors, plusieurs choses. Premièrement, il a l'idée du siècle, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un cimetière, donc là où les vivants rendent visite aux morts. Voilà. Il s'y trouve pardon, à la tombée du jour et compte y passer la nuit. Si vous pensez à tous les trucs un peu fantastiques, un peu d'horreur, etc., généralement, ça se passe dans des lieux un peu glauques, un peu abandonnés, un peu sombres, etc. Et de manière générale, ça se passe pas forcément en plein jour. Voilà, déduisez-en ce que vous voulez. Donc, il a choisi de se cacher dans la partie la plus délabrée, la plus en ruine et la plus glauque, malsaine, voilà, du cimetière, pourquoi pas. On a l'impression qu'il n'a plus toute sa tête, donc peut-être qu'il va être pris d'hallucinations, peut-être qu'il va lui arriver un truc bizarre. Et en plus, il est tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il peut même pas se rassurer. Il est seul face à ce qui peut potentiellement lui arriver. Voilà, donc ça, dans la littérature et dans le registre fantastique, ce sont les différents éléments, différents critères qui vous permettent d'introduire justement l'arrivée d'événements surnaturels. Voilà. Ensuite, petite question de langue que j'ai rajoutée. Donc, mais on me verrait, on me chasserait, ligne 28. On a déjà rencontré des formes similaires. Comment sont-elles formées et selon vous, qu'expriment-elles ici? Donc ça, en fait, on va y revenir. C'est juste un moyen d'introduire la leçon, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tout simplement, elles sont formées d'un radical de futur, ce que vous voyez en jaune pour le verbe voir et le verbe chasser, et d'une terminaison d'imparfait, AIT, troisième personne du singulier. Voilà, et ici, en fait, c'est une hypothèse que fait le narrateur. Si on me voit, on me chassera. Voilà, mais à la condition qu'on me voit. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va se planquer. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu la fin de cette séquence. Alors, forcément, j'avais pas prévu de la faire comme ça, j'avais prévu d'être devant vous en cours, tout ça. Mais le coronavirus en a décidé autrement et le ministère aussi. Donc on essaye de faire comme on peut, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en bas ou à m'envoyer un mail. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà, on se retrouve assez rapidement parce qu'il faut que je vous mette la leçon sur le conditionnel qui sera à la fin de votre cahier. Voilà, je vous abandonne, reposez-vous, mais pas trop, travaillez régulièrement et bon, j'espère que ces vidéos vous seront utiles. À plus les loulous!